Ah, les bento. Tout le monde connaît ces fameux repas en boîte japonais. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Comment ils sont apparus? Quel sens se cache derrière cette pratique si importante de la culture japonaise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo que j'ai pu réaliser en partenariat avec Bento & Co, célèbre vendeur de boîtes à bento en direct du Japon. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller leur rendre une petite visite sympathique à Kyoto. Depuis plusieurs années, la culture du bento se développe dans le monde entier. Et le mot est même entré dans le dictionnaire français. Qu'il soit sophistiqué dans de splendides boîtes laquées, ou fonctionnel, vendus dans les supérettes par exemple, les bentos sont partout. Selon certaines sources, au Japon, l'industrie autour de ces repas portables pèserait environ 45 milliards d'euros par an. C'est énorme. Et avec les différentes crises traversées toutes ces années, sans parler de la pandémie de Covid, les raisons de préparer un bento à la maison et de l'emporter avec soi ne font qu'augmenter. Manger hors de chez soi. Manger en extérieur, pique-niquer, emporter de la nourriture avec soi pour des sorties, des voyages, c'est quelque chose qui existe dans le monde entier depuis presque toujours. La légende raconte que les sandwichs auraient été inventés par un servant d'un lord anglais au XVIIIe siècle. I call it the sandwich. Mais en réalité, il n'a pas fallu attendre le XVIIIe siècle pour que des hommes aient l'idée de mettre de la nourriture dans du pain et de le manger comme ça. C'est pas non plus une invention incroyable. Il existait des préparations équivalentes bien avant Lord Sandwich, et sous diverses formes dans de nombreuses cultures du monde. Au Proche-Orient par exemple, ou en Chine même. Au Japon, le cousin du sandwich auquel on va tous penser, c'est l'onigiri. Vous le connaissez sûrement, on remplace le pain par du riz, on ajoute de la garniture et on obtient le même principe. La plus vieille trace de boulettes de riz au Japon a été trouvée dans la péninsule de Noto sur un site archéologique qui remonte à environ 2000 ans. Des recherches sur cette boulette de riz ont montré qu'elle avait été probablement cuite à la vapeur, un peu comme les chimaki. Les chimaki, c'est un plat à base de riz gluant enveloppé dans une feuille de bambou et qui a lui aussi servi pour être transporté. Au Japon, lorsqu'il fallait manger en extérieur, on utilisait aussi ce qu'on appelle du hoshi, du riz cuit et ensuite séché au soleil qu'il fallait tremper dans de l'eau ou bouillir pour être consommé. Un peu comme nos nouilles instantanées quoi. Et ceux qui avaient des gencives comme dans la pub Tony Gencil pouvaient même le manger tel quel. Certains disent que s'il était bien séché, ce riz pouvait se conserver 20 ans. Les boulettes de riz enveloppées, le riz séché ou les chimaki ont été utilisés pendant très longtemps. Quand on partait en guerre, en voyage ou même lorsque les agriculteurs ou les pêcheurs travaillaient en extérieur et qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux à l'heure d'un repas. Les boulettes de riz étaient d'abord enveloppées dans des feuilles de bambou, comme on l'a vu avant. Puis parfois dans des petites boîtes, celles qui pouvaient servir à transporter le fameux riz séché justement. Petit à petit, ces boîtes pour emporter de la nourriture deviennent plus élaborées. D'abord par leur contenu, en ajoutant d'autres aliments dedans, puis dans leur apparence, lorsque les nobles vont en faire de magnifiques objets, mais aussi plus complexes, avec des étages, des tiroirs ou des compartiments spécifiques. Les premiers bento. C'est au XVIe siècle, avec la culture du thé et du kaiseki, la haute gastronomie japonaise, que les bento commencent vraiment à ressembler à ceux qu'on peut trouver aujourd'hui. Les Portugais arrivés au Japon au XVIe siècle en font mention dans leurs écrits. Ils parlent d'une sorte de boîte à outils avec des tiroirs dans lesquels se trouve de la nourriture et qu'on pouvait emporter avec soi. À cette époque, les bento de ce type, c'est surtout une culture raffinée pour l'élite. Ils servaient pour manger en extérieur lors d'occasions particulières en profitant des paysages offerts par les différentes saisons, comme le hanami par exemple, avec les fameuses cerisiers en fleurs, mais ça pouvait être aussi en automne avec les érables rouges ou la pleine lune de septembre. Le contenu des bento devait donc s'accorder avec les saisons et être très agréable à regarder. Le saké était servi et chacun partageait ce moment ensemble avec sa petite boîte. Comme ils étaient riches, elles ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à des ustensiles. Dans ce contexte-là, ce n'était pas qu'une simple boîte pour emporter de la nourriture, mais une véritable pratique culturelle codifiée. À partir du XVIIe siècle, le peuple commence à voyager de plus en plus, et une culture du bento se développe alors dans toutes les franges de la société. Le théâtre a aussi joué un rôle important parce que les représentations pouvaient être très longues, et il était habituel de consommer des bentos sur place. Les samouraïs aussi utilisaient des bento parfois, quand ils partaient à cheval, en voyage ou à la chasse, il leur fallait un bento qui ne se renverse pas même au galop. Ils emmenaient donc ce type de boîte arrondie pour épouser la forme du bassin.
Mais ce n'est qu'à partir du 19e siècle, à l'ère Meiji donc, que le bento s'incruste véritablement dans le quotidien de tous les Japonais. Il est emporté par les écoliers pour le déjeuner, les travailleurs aussi faisaient la même chose parce qu'il n'y avait pas forcément de cantine dans les écoles et pas assez de restaurants dans les villes. Mais dans un pays où l'uniforme à l'école sert aussi à masquer les différences sociales, de nombreuses cantines ont commencé à être instaurées par la suite, pour justement ne plus avoir besoin de préparer de bento. Parce que quand les gamins ouvraient leur boîte, quand ils en avaient un, il suffisait de voir les ingrédients à l'intérieur pour comprendre qui était riche et qui était pauvre. Et avant les années 60, le Japon était loin d'être un pays riche. Les bento aujourd'hui. De nos jours, on trouve des bento partout, avec des boîtes jetables dans les magasins, les combini, ou les gares avec les fameux ekiben. D'ailleurs, prendre le Shinkansen, donc le TGV japonais, et manger un bento, c'est vraiment un classique du voyage au Japon. Donc les bento peuvent remplacer un sandwich ou de la restauration rapide quand ils sont consommés pour leur côté pratique. Mais les bento sont aussi là quand il y a la volonté de prendre un repas sain. On peut contrôler son équilibre alimentaire tout en faisant des économies si on prend le temps de le préparer. Et nombreux sont ceux qui continuent d'en amener un pour la pause du déjeuner au bureau, même si finalement aujourd'hui au Japon il y a des restos vraiment partout. Mais un bento, ce n'est pas que pour manger en extérieur. Il y a aussi des restaurants gastronomiques qui y servent leurs plats. Pour le côté esthétique et ludique, c'est très efficace. Un bento japonais ne laisse jamais entrevoir le contenu. Quand on l'ouvre, qu'on voit toutes ces couleurs et textures qui se dévoilent, c'est vraiment sympa. Le petit bonheur procuré face à l'agencement appétissant des ingrédients, ce moment un peu magique, joue beaucoup dans l'affection qu'éprouvent les Japonais pour les bento. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'ils entament les premiers jours de l'année, avec les osechi, des sortes de bento du Nouvel An. Bien qu'il y ait de plus en plus de cantines, la culture du bento est plus que jamais là. Même à l'école, certains établissements imposent aussi une journée bento chaque mois, alors qu'il y a une cantine les autres jours. C'est culturel. Par exemple, mon épouse, qui travaille, fait un bento le jour du bento. Et ça l'enchante pas toujours, mais elle fait des efforts pour qu'il soit sympa à regarder et à manger, parce qu'elle se souvient du plaisir qu'elle avait en ouvrant un bento confectionné par sa mère. C'est comme ouvrir un cadeau, une boîte avec des surprises agréables cachées dedans, remplie de bonnes choses à manger et d'affection. Je vous assure, les gosses adorent. Moi j'en ferais bien, mais ce serait plus spartiate. Ce serait bon, je pense, pas de soucis, je cuisine pas trop mal, mais j'arriverais pas à travailler les ingrédients pour que tout soit mignon, kawaii, pour faire plaisir aux enfants. Je pourrais essayer, mais ma femme veut pas trop que je le fasse, par peur que mes enfants soient gênés face aux copains si ça ressemble à rien. Vous imaginez le truc. Ils ouvrent le bento fait par Papa Angelo et le truc... Il y a une petite pression sociale qui se joue sur cet aspect-là, justement. Mais globalement, on peut le dire, c'est vraiment une culture hyper positive. Je précise quand même qu'il y a des papas qui font des bento, Attention, là, moi je parlais que de mon cas personnel. Direction Bento Enko. Quand on dit bento, une des premières images qui vient à l'esprit, pour beaucoup de Français au Japon comme moi, c'est Bento Enko, une entreprise spécialisée dans la vente de boîtes à repas. Elle a été fondée par Thomas Bertrand, qui vit depuis 2003 à Kyoto. Ouais, c'est un ancien. Et comme c'est pas loin d'Osaka, je suis allé lui faire un petit coucou. Salut, ça va? Ça fait un bail, comment tu vas? Enfin sorti d'Osaka. Ouais, je sors jamais. Tu vois, je viens pour te voir. Pareil, je sors pas beaucoup. Toi non plus? Bon, non. En tout cas, vu la période, c'est normal. Merci d'être là en tout cas. Merci de nous accueillir. Ravi de parler de bento et de Bento Enko. Ouais, à chaque fois que je viens pas souvent, mais à chaque fois que je viens, la boutique est de mieux en mieux. Il y a vraiment toujours de nouveaux trucs. On a ouvert ici en 2012, donc ça fait 10 ans. D'accord. Mais j'ai commencé en fait à vendre en ligne avec Bento Enko en fin 2008. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, en fait moi je faisais un blog qui s'appelait La Rivière au Canard depuis 2005 au Japon parce que je voulais parler de la vie au Japon, à Kyoto. À l'époque il n'y avait pas YouTube et ça m'intéressait de présenter un peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'avais mangé et des choses sur Kyoto principalement et la culture japonaise. Et ce blog a eu un petit succès parmi les francophones qui aimaient la culture japonaise. Et moi, j'ai pas envie vraiment de bosser pour quelqu'un d'autre. Et je me dis, je vais vendre quelque chose en ligne. Et voilà, et un jour, ma mère me dit au téléphone, hier j'étais chez le coiffeur et dans un magazine, il y avait une recette de bento. Ah mais c'est bien, c'est une bonne idée ça.
Et tout de suite a fait tilt dans ma tête. Tout le week-end, j'ai regardé en ligne en disant est-ce que les boîtes à bento se vendent? Et il n'y avait pas grand monde qui en vendait. Par contre, il y avait déjà quelques blogueuses francophones ou américaines, anglophones qui parlaient des bento pour elles ou leurs enfants. Ouais. Avec à chaque fois 50, 60, 100 commentaires sur chaque post. Ouais, à l'époque, c'était énorme d'avoir autant de commentaires sur un post de blog. Et je me suis dit, je vais vendre des boîtes à bento. C'est comme ça l'histoire. Voilà. Ouais, mais tu as vraiment eu du flair parce que moi, je me souviens quand tu avais commencé à en parler et je te suivais sur le blog déjà à l'époque. Je me disais, mais les bento, mais c'est bizarre, personne ne connaît. C'était encore assez mystérieux pour les gens en Occident. Quand tu disais bento, personne ne savait vraiment de quoi tu parlais, quoi. Et toi, tu as vraiment eu le flair, tu as vraiment senti le truc venir. Et sur le coup, ça m'avait vraiment étonné, quoi. Au fond de moi, je savais que ça allait marcher, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est un peu l'idée de plein de petits business, quoi. C'est à un moment, quand tu as la passion, quand tu as envie de faire un truc, il faut se lancer. Ouais. Et tu as commencé chez toi? À la maison, aidé par ma femme et 2 autres amis français que j'ai rencontrés grâce au blog, monter le premier site. Ouais. Et au final, l'appartement, il y avait plus de colis et de boîtes que l'espace de stock était sur le canapé, la table de salle à manger pour faire les colis. Ouais. Et donc après, on avait une plus grosse maison où on habitait au-dessus et on travaillait en dessous. Et après, on a trouvé ce bâtiment. Et du coup, le fait qu'il soit très bien placé dans Kyoto, à côté de Teramachi, qui est un Shotengai, une galerie marchande très passante, c'était la location parfaite pour faire une boutique physique. Et en plus, du coup, vendre aux Japonais. Il y a vraiment plein de produits dans la boutique. On y trouve des accessoires pour faire son bento et le décorer par exemple. Il y a même des ustensiles de cuisine typiquement japonais, mais aussi des furoshiki, des carrés de tissu qui servent à emballer. On trouve des couverts et des baguettes, et de la nourriture japonaise. Sans oublier, bien entendu, des boîtes à bento. Pratiquement tout ce qu'on vend sont fabriqués au Japon. Et dans ce qui est fabriqué au Japon, on va dire que 80% sont fabriqués dans le département d'Ishikawa. D'accord. Donc Kanazawa. Et pourquoi là-bas? Parce qu'ils ont des super fabricants, d'une part. Et qu'en plus, en fait, il y a 40, 50 ans, c'était vraiment les endroits où les artisans faisaient des bols laqués. Et forcément, après la bulle économique, la laque, tout ça, ça coûte très cher. C'est pas ce qu'ils vendaient le mieux. Et la plupart des fabricants et des petites PME là-bas se sont mis finalement à utiliser le plastique de plus en plus et à faire des boîtes à bento, mais en gardant les mêmes artisans pour appliquer les couleurs, la peinture sur les boîtes. En gros, tu as un artisan qui va appliquer le blanc, le noir. Parce qu'il y a un relief. Hein. C'est ça. Et donc, il dose sa peinture. Donc, il y a vraiment un savoir-faire sur toutes ces boîtes à bento qui sont fabriquées au Japon. D'accord. Il y a de l'artisanat derrière chacune de ces boîtes. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Si on nous dit j'aimerais 50 000 boîtes comme ça, ça va peut-être prendre 2 ans. Quoi. Donc, c'est pas des énormes productions. D'accord. Et vous avez réussi à développer comme ça des modèles exclusifs, des choses qui sont propres vraiment à Bento & Co. C'est ça. Donc on en a une bonne quinzaine qu'on va vendre que sur notre site. Par exemple, on a ces kokeshi. Tout début de Bento & Co, je m'étais rendu compte qu'en France, il y avait des kokeshi, mais en résine, très kawaii, un peu girly, rose, une sakura, fait par une petite boîte australienne qui se vendait super bien en France et ailleurs. Et j'en parle à un de nos fabricants japonais de boîtes à bento en disant « Ah, les kokeshi, ça marche bien en France ». Et puis quelques mois plus tard, ils reviennent avec ce modèle-là. Voilà, on a fait des kokeshi bento, donc très marrant. Avec et c'est depuis plus de 10 ans une de nos meilleures ventes. Donc en gros, tu as 2 petits bols, donc parfait pour un enfant. Et c'est excellent. Voilà, le chapeau, on va dire, en fait, c'est un bol à soupe. Donc tu apportes ta petite miso soupe instantanée, tu mets dedans de l'eau chaude et hop, voilà, tu as ta soupe. Et tu as la partie hermétique. Et la partie hermétique dessus. Donc ça, super modèle qu'on a depuis plus de 10 ans. Et dans les kokeshi bento, il y a le modèle Ninja et la Geisha, le Geiko, qui sont le design original de Bento & Co. Le fait d'avoir commencé à vendre des bento à l'étranger, au début, les fabricants japonais, ils croyaient pas du tout. Mais ça m'étonne pas, ils croient rarement à leur potentiel sur le marché extérieur en général. Ils ont des super produits. Après, c'est pas parce que tu as un très bon produit que ça se vend. Il faut après faire le marketing qu'il faut derrière. Au début, on a commencé avec 2 fabricants. On n'était même pas une société vraiment établie. J'étais en privé. Pas de fax, pas de téléphone autre que portable.
On a tenu sans fax pendant 1 an. Et au Japon, tenir sans fax, c'est parce que ils voulaient absolument qu'on envoie le bon de commande par fax. Hein. Donc, ils ont accepté certains par email. Mais voilà. Et au début, c'était vraiment, bon, ok, on va accepter de leur vendre. Payez-nous en cash à la livraison au transporteur. On a fait ça pendant 1 an. Et au bout d'1 an, 1 an et demi, ils sont venus nous voir en voiture à 3 avec le boss en disant bon, bah, finalement, vous vendez plus qu'on pensait. Ils étaient trop contents et du coup, on a fait des super collaborations avec eux. Et on a même fait des salons à l'étranger dans 3-4 pays différents avec nos fabricants japonais. Et donc, outre les PME, voire grosses PME avec qui on travaille pour faire les boîtes à bento, on travaille aussi avec des petits artisans. Ouais. Il y a une histoire super intéressante avec cet artisan de Miyama, donc qui est une région dans le département de Kyoto, très boisée, magnifique. C'est très joli. Et donc ce monsieur, un jour, nous voit à la télé, parce que depuis qu'on a ouvert la boutique, il y a 10 ans, on est passé à la télé plein de fois. Voilà, un Français qui vend des boîtes à bento à Kyoto. Ouais, moi je t'ai vu d'ailleurs, parfois même par surprise. Ah, il y a Thomas à la télé et tout. Ouais, ça c'était une super expérience de pouvoir passer à la télé, même parfois une émission avec Kitano Takeshi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est incroyable. Mais la mieux qu'on a fait, c'était au tout début, en 2012, Salameshi. Salameshi, qui est l'émission de la NHK qui parle du Salariman no Meshi, donc le déjeuner des travailleurs au Japon. C'est une super émission. Donc il y a cet artisan de Miyama qui l'a vu. Il a dit ah, il y a un gars, il fait des bento. Bah tiens, je vais faire des boîtes à bento et je vais leur apporter. Parce qu'au départ, en fait, il ne faisait pas des boîtes à bento. Il faisait des meubles, des tables et des objets en bois. D'accord. Chose très traditionnelle. Et donc, il utilise ces bois qui sont plutôt précieux pour nous faire des boîtes à bento. Sans nous demander notre avis au début. Hein. Il est arrivé, il a fait les produits, il a apporté. Voilà, vous avez 10 boîtes. Si vous les vendez, vous me payez. On va essayer. Ouais. On n'y croyait pas trop parce que des boîtes en plus qui nous vendaient entre 10 000 et 30 000 yens la boîte. Ouais, c'est donc ça des boîtes qui vont se retrouver effectivement à 150 jusqu'à 500 euros en ligne. Quoi, et bien elles se vendent. Et donc ça fait 10 ans que ce monsieur, une fois par mois presque, vient nous apporter des exemplaires. Si je te dis lunchbox et si je te dis bento, c'est un peu la traduction lunchbox, c'est un peu ce qu'on dit pour parler de bento, mais si je te dis les deux mots, pour toi dans ta tête, tu vois vraiment deux concepts différents? Le but c'est de manger. Lunchbox, c'est il me faut une boîte pour mettre ce que je veux apporter. La finalité, c'est de manger un truc. La boîte à bento, le concept du bento japonais, c'est le contenu et le contenant va être pratiquement aussi important. Ouais. Tu as une jolie boîte qui va permettre de mettre en valeur la nourriture à l'intérieur. Et la nourriture à l'intérieur est préparée pour la forme de la boîte et pour être mangée facilement. Je vais choisir ma boîte en fonction de ce que je veux manger. Ou alors, si j'ai qu'une seule boîte à bento, eh ben, je vais découper ma nourriture de manière à ce qu'elle soit bien présentée dedans. Et il y a vraiment cette fonctionnalité de, là on va loin dans le sujet, mais de cuisiner, réfléchir, couper tes légumes, couper ta viande, la cuire et tout, c'est des choses qui sont très importantes pour l'activité humaine, pour notre cerveau, pour penser, réfléchir et les gestes. Et en plus, parfois tu cuisines ton bento pour quelqu'un, donc tu donnes quelque chose. C'est à l'opposé de acheter ton bento dans un combini, où tu ne sais pas forcément ce que tu manges, ils sont peut-être beaux, bons, c'est joli à montrer sur Instagram, mais faire sa cuisine, faire manger dans une jolie boîte, ça prend pas tellement de temps quand tu as l'habitude et c'est très important. Ça donne envie de tout de suite rentrer chez soi et de se faire son bento à la maison. Cet échange dans la boutique avec Thomas m'a vraiment permis de mieux comprendre le monde des bento. Ça m'a confirmé que ce ne sont pas que de simples boîtes, mais une véritable culture passionnante et importante du quotidien japonais. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si la gastronomie japonaise et les bento vous intéressent, je vous invite vraiment à jeter un œil au site de Bento & Co. Je vous mets les liens en description. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à Musubi et à très bientôt. Ciao.